Bonsoir, c'est l'heure de l'info, c'est donc l'heure de Moselle Info. Comme chaque soir, du lundi au vendredi, nous vous proposons un tour complet de l'actualité en Moselle. Voici les titres. Revient-il à l'État de décider ce qui est juste? La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne? Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens? Voici quelques-uns des sujets proposés ce matin pour la philo. Nous irons au lycée Faber à Metz pour voir comment les élèves s'en sont sortis. 23 départements français placés en vigilance canicule. Le thermomètre chauffe, même en Moselle, où la vigilance n'est pas encore atteinte, selon la préfecture. Néanmoins, il convient de respecter certains gestes basiques. Anne-Sophie Grosse nous fera part de ses précieux conseils. Pour se rafraîchir, la nature peut nous inspirer pour créer aussi. C'est le thème de la nouvelle exposition du centre Pompidou-Metz. Mimesis rassemble 400 œuvres autour de l'évolution de la nature dans le design. La météo donc, c'est toujours beau et toujours chaud, voire plus chaud pour jeudi. Encore une très belle journée qui nous attend. Température douce le matin et qui pourront atteindre 31 degrés à l'ombre l'après-midi. René Anne en claquette sans chaussettes livrera ses prévisions plus en détail à la fin de Moselle Info. Et puis l'invité de cette édition sera Mathieu Gatipon-Bachette, qui est le président de l'association Couleur Gay. Avec lui, nous évoquerons la marche des fiertés de samedi. Mais d'abord, développons ensemble les titres de l'actualité de ce mercredi 15 juin. La boule au ventre, les mains qui tremblent, le front qui perle, tels sont les symptômes présentés ce matin par des centaines d'adolescents, du moins ceux qui passaient la philosophie au baccalauréat et qui n'étaient pas très à l'aise avec cette épreuve, une des rares, sinon la seule à ne pas avoir fait les frais de nombreuses réformes successives. Florian Tonizzo était au lycée Faber ce matin, avant et après l'épreuve. À 16 ans, Thomas est l'un des plus jeunes à passer l'épreuve de philosophie ce matin. À 30 minutes de l'examen, cet élève du lycée Faber est plutôt confiant. Ça va aller, ça dépend des sujets en fait. Et que globalement je m'en sors pas trop mal. Une fois entrés dans la salle, les élèves cherchent leur place. Dans quelques minutes, Julien, 18 ans, a prévu de choisir le commentaire de texte. Je pense que les sujets de dissertation, je les maîtrise pas assez. Je maîtrise pas assez les notions et les thèmes vus dans l'année. Donc je pense que je vais me rabattre sur le commentaire de texte et j'espère qu'il sera assez simple pour l'étudier et le comprendre. À 10h, les sujets de la filière générale du bac de philosophie sont désormais connus. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Et une explication de texte de Cournot. Si certains ont pris leur temps, d'autres sont sortis de leur salle d'examen peu avant 10h, l'esprit léger. Je lis en 1h50, même pas. Je pense que j'ai bien réussi les maths, et vu que c'est un plus gros coef, vu que c'est ma spécialité, j'ai un peu abandonné la philo, quoi. On vise la moyenne, tout du moins. On espère l'avoir, et je pense que ça va passer. J'ai mis ce qui me semblait être juste. Franchement, ça va. Je pense pas que j'aurai en dessous de la moyenne. Je pense que je tournerai autour des 12-13. J'ai réussi. J'étais bien inspiré. J'ai pris 2h30. Et franchement, je pense avoir réussi, ouais. Je le sentais pas et au final, ça allait. Alors qu'elle ouvrait traditionnellement le baccalauréat, l'épreuve de philosophie arrive cette année après celle de spécialité, passée au mois de mai et coefficient 16. Avec la réforme du bac, le contrôle continu représente désormais 40% de la note finale. On a des élèves qui ont un socle généraliste, mais également deux spécialités fortes qui les préparent à l'enseignement supérieur. L'épreuve de philo, elle est un peu l'épreuve pivot de ce baccalauréat parce qu'elle est un peu la mémoire du baccalauréat. Le fait qu'ils composent dans leur salle habituelle ou en tout cas dans leur établissement contribue à un petit peu dédramatiser le bac, mais faire attention à ce que les élèves n'y arrivent pas de façon trop touristique, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, ils connaissent les enjeux malgré tout. Les lycéens clôtureront ces épreuves du bac avec le grand oral à partir du 20 juin, avant de peut-être décrocher le précieux sésame le 5 juillet prochain.
Politique, c'est ce qui s'appelle mettre la charrue avant les bœufs ou bien vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Visiblement sûr de lui et de sa qualification au deuxième tour des élections législatives, Richard Liogé, député sortant dans la 3e circonscription de la Moselle, a fait imprimer et distribuer des tracts appelant à voter pour lui dimanche prochain. Le hic, c'est que Richard Liogé est arrivé derrière Charlotte Leduc de la NUPES et Françoise Grolet du Rassemblement national et n'est donc pas qualifié. Charlotte Leduc et Françoise Grolet qui seront d'ailleurs face à face ce soir pour un débat d'1 heure sur Moselle TV en partenariat avec France Bleu et Le Républicain Lorrain. Vous saurez tout sur cette bataille dans la 3e circonscription. Rendez-vous juste après cette séquence d'informations. Et puis toujours à propos des élections législatives, pour l'avant-dernier jour de la campagne, Marine Le Pen sera en Moselle demain pour soutenir les candidats du Rassemblement national. En fin de matinée, la numéro 1 du RN sera sur le marché d'Hayange. C'est la 8e circonscription dans laquelle Laurent Jacobelli devance Céline Léger, candidate NUPES. Dans l'après-midi, Marine Le Pen devrait se rendre dans une autre circonscription où le RN est arrivé en tête, la 7e et plus précisément à Saint-Avold. Dimanche, en effet, Alexandre Loubet, directeur de la communication du parti, sera opposé à la députée sortante Hélène Zanier d'Ensemble. La collectivité européenne d'Alsace et l'Eurodépartement de la Moselle réunis au sein d'un conseil représentatif du droit local afin d'unir tous les acteurs concernés, chasseurs, représentants des cultes, notaires, artisans, pour parler d'une seule et même voix face aux hauts fonctionnaires parisiens qui veulent remettre par exemple en cause le Vendredi Saint et la Saint-Étienne. Gilles Berchu, vice-président de l'Eurodépartement de la Moselle, en fait partie. Alors qu'au terme du premier tour des élections législatives, certains se demandent comment reconnecter et renouer le lien entre les électeurs et les urnes. D'autres s'interrogent pour savoir comment renouer le lien entre la population et les forces de l'ordre. Le sport, visiblement, peut être un bon moyen, comme en témoigne le dispositif Proxaventure, venu tout droit de Paris. Ce dispositif a fait escale à Sarreguemines pour proposer diverses animations aux habitants. Voyez ce reportage de notre consoeur de Mosaïque Cristal, Morane Grandcola. Renouer les liens entre la police et la population grâce au sport, voici le dispositif Proxaventure. Mercredi après-midi, une quinzaine de stands s'est installée sur le terrain du stade Pierre de Coubertin de Sarreguemines. Des policiers, des pompiers et des associations locales ont proposé diverses activités sportives et pédagogiques à destination des habitants. C'est l'association Planète Aventure, en partenariat avec le CMSEA, le comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, qui a organisé l'événement. Disons, je pense qu'il y a des clichés à faire tomber des deux côtés, autant sur les institutions que du côté de la jeunesse. Il faut vraiment reprendre conscience que chacun est déjà, c'est un métier, c'est une fonction. La fonction première, par exemple, de la police, c'est de venir en aide aux personnes, de les protéger. Et de l'autre côté, c'est aussi de se rendre compte que dans les quartiers, chez les habitants et tout, finalement, les gens sont quand même très intéressés par les institutions. Et on le voit, les gens sont curieux, viennent dialoguer. Et c'est ce qu'on essaye de faire, recréer un temps privilégié pour le dialogue et la parole, l'échange. Si à Metz, ce dispositif existe depuis 5 ans déjà, c'est une grande première à Sarreguemines. Malgré la pluie, les visiteurs étaient au rendez-vous. De nombreux enfants étaient présents pour l'occasion, de quoi susciter peut-être chez certains des vocations. C'est le sujet de conversation de ces derniers jours, c'est peut-être même le sujet de conversation, bien loin devant celui des élections. Je veux parler évidemment de la canicule. Vous l'avez constaté depuis quelques jours, le mercure grimpe en flèche et ce n'est pas fini. Il pourrait atteindre jusqu'à 35 degrés à l'ombre en Moselle avec des pointes jusqu'à 39 voire 40 samedi après-midi. Alors comment faire pour ne pas subir cette chaleur écrasante? Anne-Sophie Grosse, bonsoir. Bonsoir. Vous allez nous livrer quelques conseils pratiques. Oui, et alors le premier concerne votre lieu de vie. Il peut paraître très simple, mais il est primordial. Fermez vos fenêtres et vos volets la journée. Ça permet de conserver la fraîcheur à l'intérieur des murs. On aère la nuit et tôt le matin, là où les températures sont plus fraîches. Ensuite, on y pense un petit peu moins souvent, mais éteignez vos appareils électriques. Et oui, ils produisent de la chaleur lorsqu'ils sont allumés, comme les ordinateurs par exemple. On évitera aussi de faire cuire un gratin dans son four pendant 1 heure. Ça paraît logique, mais on n'y pense pas toujours.
Pour l'alimentation, privilégiez les aliments qui sont riches en eau, comme les légumes et ceux qu'on peut consommer froids. Ils seront d'autant plus rafraîchissants comme les concombres, la salade, les radis, etc. En plus cette saison. Merci Anne-Sophie pour ces conseils alimentaires qui me vont droit au cœur. C'est vrai qu'on ne mange jamais assez de radis et de concombres. Je le constate tous les jours en montant sur la balance. Alors évidemment, tout ça fonctionne bien si on reste chez soi et qu'on vit comme un ours dans une grotte. Mais de temps en temps, il faut quand même sortir. Oui, effectivement. Si vous devez sortir, alors évitez le plus possible les heures les plus chaudes, entre midi et 16h, et pensez à mettre un chapeau et une casquette. Cherchez les coins d'ombre, passez du temps dans les endroits frais, comme les magasins, les bibliothèques, les cinémas, les musées, etc. Et puis, évitez les efforts physiques si vous le pouvez. Si par contre, vous êtes accro au sport, préférez la pratique en matinée ou en soirée afin d'éviter le malaise. On n'oublie pas non plus la crème solaire pour éviter les coups de soleil qui s'ajouteraient aux coups de chaleur. Et puis, vous pouvez aussi régulièrement vous humidifier le corps, les bras, la nuque, le visage. Ça permet aussi de se rafraîchir. Puis quelque chose de primordial, c'est l'hydratation. L'hydratation, Mais de l'eau. Oui, de l'eau, évidemment. Pensez à vous hydrater, buvez régulièrement de l'eau et pensez aussi aux personnes les plus fragiles qui seraient autour de vous, les seniors et les enfants. Proposez-leur de l'eau le plus souvent possible. On rappelle qu'il faut boire même lorsqu'on n'a pas la sensation de soif. Ça évite à votre corps de se dessécher et donc on évite comme ça les coups de chaleur. On privilégie l'eau, comme vous l'avez dit Jérôme, mais aussi le thé, les infusions. On évite l'alcool qui déshydrate et on évite aussi les grands verres d'eau glacée. C'est une erreur à ne pas commettre parce que même si l'eau glacée vous rafraîchit à l'instant T, eh bien un trop grand écart de température dans le système digestif va dérégler les messages envoyés au système de thermorégulation du corps et donc ça va bloquer la sudation qui est l'acclimatisation naturelle de notre corps. Donc on préfère les boissons plutôt tempérées, voire tièdes. Et puis un dernier conseil, c'est d'être solidaire. Tout à fait, c'est ce que je disais pour l'hydratation. On pense à prendre régulièrement des nouvelles des personnes les plus fragiles autour de nous, comme les seniors. Rendez leur visite, assurez-vous que ces personnes soient hydratées, qu'elles puissent manger correctement en quantité et qu'elles aient accès à un petit peu de fraîcheur. Alors vous le disiez précédemment, c'est boire même si on n'a pas la sensation de soif. Comment reconnaître la déshydratation ? La déshydratation, eh bien, il y a plusieurs critères qui sont assez simples à repérer. Par exemple, si on remarque une sécheresse au niveau des lèvres ou de la langue, si on a de la fièvre, si on sent une fatigue très intense et une tendance à somnoler, si on peut avoir des rougeurs sur la peau, des contractures musculaires, si on va rarement uriner également, et un pli cutané persistant. On peut voir ça chez les nourrissons notamment. Pli cutané. Oui, alors en fait c'est très simple. Vous prenez la peau et vous la tournez. Oui. Si jamais votre peau revient en position initiale instantanément, vous n'êtes pas déshydraté. Si par contre la peau reste, donc ce pli cutané reste, c'est un signe de déshydratation. Et puis en cas d'urgence, évidemment, vous composez le 15. Merci beaucoup Anne-Sophie pour tous ces conseils et je vous donne une information supplémentaire avec un numéro gratuit qui est à votre disposition. C'est celui de Canicule Info Service. Vous composez le 080 06 66 66 080 06 66 66. Merci beaucoup Anne-Sophie. Du bois, des champignons, de la résine, du sable, tout cela, eh bien, c'est à partir de ces matières naturelles que les designers conçoivent depuis près d'un siècle. Et c'est ce que donne à voir l'exposition qui se tient en ce moment, l'exposition éphémère Mimesis, un design vivant, installé au centre Pompidou-Metz. Plus de 400 œuvres de 90 créateurs du monde entier retracent ainsi l'évolution de l'intégration de la nature dans le design. Emma Facchetti et Chloé Gaillard. Imprimée grâce à des outils numériques, cette œuvre colossale s'inspire pourtant directement de la nature. Du biomorphisme moderne au biomimétisme, en passant par la biofabrication jusqu'au design numérique, la nature inspire les formes artistiques depuis près d'un siècle. Mimesis, un design vivant, retrace l'évolution de la nature à travers le design depuis ses prémices expérimentales. On démarre avec les avant-gardes modernes dans les années 20-30 où le bois va devenir un matériau privilégié pour justement exprimer ce rapport à la nature. Et les designers vont s'inspirer de formes naturelles, on va parler de biomorphisme, de design organique. Et donc c'est une première des grandes parties de l'exposition qui réunit Charlotte Perriand, Alvar Aalto et des grands designers de la modernité. Fort de son succès, ce courant artistique investit peu à peu la cité. Avec Rêveries urbaines, l'œuvre des frères Bouroulec, le design influence l'aménagement urbain. Conçue en 2016, cette exposition dans l'exposition ouvre la voie au design contemporain.
Ici, les rêveries urbaines se veulent comme une forme de réenchantement de l'équipement public et urbain qu'avaient inventé les Bouroulec à travers ces petites maquettes qui se donnent en fait comme des environnements presque synesthésiques où l'on voit la lumière, le son, les ambiances, les atmosphères en fait se croiser avec cette idée donc comme je vous le disais de réenchanter l'environnement urbain à travers la réintégration d'éléments naturels, du vivant, d'animaux, de l'eau, du feu, de l'air, etc. Peu à peu, les designers se tournent vers la biofabrication. Pensés comme des objets durables et biodégradables, leurs projets utilisent des matériaux fabriqués à partir d'organismes biologiques. Cette installation derrière moi qui s'intitule Pelé, qui veut dire peau en portugais, est destinée à des revêtements urbains et se veut comme une seconde peau pour les revêtements de façade que l'on va trouver dans la ville, afin que sur ces billes d'argile, des oiseaux, des insectes puissent venir s'implanter, polliniser et recréer des formes de végétation sauvage, en fait, quelque chose qui est totalement exclu de la ville. Avec plus de 400 œuvres de 90 créateurs du monde entier exposées, Mimesis, un design vivant, traverse les genres et les époques pour expliquer la mutation profonde du concept même de nature à travers le design. Ce soir, comme chaque mercredi soir, Alicia Hublot vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la BAM, la boîte à malice. Au programme de cette édition, un focus sur le dernier numéro de la revue Court-Circuit. Alors on danse, un numéro entièrement consacré à la musique. Alicia en a profité alors pour aller à la rencontre des artistes et illustrateurs qui ont contribué à ce numéro, mais également à la rencontre de ceux dont il est question, comme le musicien Josy Bazar. Il nous parle ici de sa façon d'appréhender les textes de ses chansons pop électro. Moi j'aime bien prôner des textes un peu naïfs, assez imagés, où la résonance du mot va avoir plus de sens que le texte en lui-même, oui. Parce que c'est clairement pas de la poésie, quoi. Ça c'est clair, enfin, je pense. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant d'assumer mes chansons en français, oui. Parce que c'est vrai que cette impudeur-là, elle peut mettre le vertige, quoi. Oui. Et une fois qu'on l'a à peu près extériorisé, quoi, on se sent bien. On sera là quand on ira mieux. Persévérance dans le ciel. On sera bien quand on sera vieux. Persévérant. Josy Bazar a retrouvé donc et toute l'équipe de Court-Circuit ce soir dans la boîte à malice, émission enregistrée depuis à l'Aérogare à Metz, que vous retrouverez à partir de 20h exceptionnellement, puisque juste après cette séquence d'informations, vous avez rendez-vous avec le débat sur le canton, sur la circonscription, la 3e circonscription de la Moselle. C'est un jardin extraordinaire, mais l'histoire ne dit pas si les canards parlent anglais. Ce jardin extraordinaire, c'est celui de François Guery à Basse-Ham, aujourd'hui retraité, mais roi de la binette et du râteau à la ville de Terreville durant toute sa carrière professionnelle. Ce jardinier mosellan a la main verte, et ce n'est pas un euphémisme. Voilà 30 ans qu'il bichonne son jardin, ouvert de temps à autre au grand public. Tim Girard a eu le privilège de le visiter pour nous. Alors là, je présente la variété le Bajo, le bananier. Il a à peu près 24 ans. Ensuite, en bas, j'ai des azalées, des rhododendrons. Décoration des géraniums, pétunia, impatience. Là, j'ai un colibri. Ensuite, j'ai encore des pétunias, des géraniums. De son jardin, François Guery peut en parler durant des heures. Fuchsia rouge et rose, olivier, bananier, bégonia, sauge, œillet d'Inde, citronnier, oranger ou encore clématite. Ici, à Basse-Ham, ce sont pas moins de 80 espèces différentes qui se côtoient, tout en couleur et en harmonie. Pour cet ancien professeur de judo et ex-agent municipal espace vert de Terreville, ce jardin, c'est son bébé et il y consacre toute son attention. Ce métier-là, il faut la taille. Toute l'année, il faut tailler. Qui veut dire les rosiers, les arbres à fleurs, il faut tailler et arroser. Ça, c'est deux importants dans ce métier-là, arroser et de la taille. Tombé dans le métier à l'âge de 14 ans, François Guery n'a depuis jamais lâché l'arrosoir et le sécateur. Depuis 30 ans, pas à pas, il développe ce jardin et le mur de photos témoigne sans mal des différentes étapes de l'existence de ce jardin. Comme ici, à l'époque où le bananier était encore tout petit. Et depuis, il a bien grandi.
Alors François a de quoi être fier et il partage cette passion avec de nombreux curieux. Je suis très fier de moi et quand j'ai des expositions, les gens ils me disent félicitations, surtout le 8 mai, quand il y a la brocante à Mansam, le 8 mai, là les gens ils me disent félicitations, on me regarde mon jardin et tout. Il a dit moi je ne comprends pas d'avoir des citronniers, des orangers, des bananiers, chez moi j'arrive pas à faire. Il faut connaître, il faut connaître. Près de 20 heures par semaine, François Gury s'occupe de ce jardin exceptionnel. Et pour les curieux qui souhaitent profiter des conseils de ce jardinier hors pair, la prochaine exposition aura lieu les 27 et 28 août. Et François Gury, je vous donnerai mon numéro de téléphone en antenne pour que vous puissiez passer chez moi pour le jardin, par exemple. Ça pourrait être sympa. Mauvaise nouvelle en tennis, plus sérieusement pour Hugo Humbert qui s'est incliné au deuxième tour du tournoi sur gazon. Sans doute une mauvaise herbe a-t-elle été l'origine de sa défaite puisqu'il a perdu contre Hubert Hurkacz, le Polonais, qui n'est autre que le dernier vainqueur du Moselle Open. C'est une mauvaise nouvelle pour Hugo Humbert puisque cette défaite va le plonger au-delà de la 100e place du classement mondial. Tout de suite, l'invité. Mathieu Gatipon-Bachette, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes le président de l'association Couleur Gay et vous vous apprêtez avec un certain nombre de vos camarades à faire la fameuse marche des fiertés. C'est ce samedi avec une date qui n'a pas été choisie au hasard, je suppose, puisque samedi, ça n'aura échappé à personne sur le calendrier. Nous sommes le 18 juin et c'est un peu osé. Vous mêlez les deux événements, l'appel du 18 juin et cette marche des fiertés. Effectivement, alors avant cela, je voudrais vous dire merci d'avoir diffusé les images de Monsieur Thiel tout à l'heure. On l'a vu, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et on apprécie son soutien au sein de l'association Couleur Gay. Je le dis parce qu'il y a peu d'élus qui nous soutiennent et aujourd'hui, on est quand même à chercher du soutien avec l'association. Et c'est pour ça qu'on lance un appel. Cet appel du 18 juin, bien entendu, on n'est pas dans une comparaison stricte de ce qui pouvait se passer à l'époque et qui était dramatique, mais cet appel, quelque part, il n'a pas été entendu tout de suite. Si on interroge un peu l'histoire, le général de Gaulle s'y est pris plusieurs fois avant de réussir à faire passer le message. Et il a, pour le moins, réuni des gens un peu baroques, des gens comme par exemple Daniel Cordier, dont on active la mémoire avec l'association Couleur Gay, quelqu'un qui a démarré au niveau des camelots du roi à l'extrême droite et qui s'est retrouvé par le jeu de l'histoire comme ça à Londres avec le général de Gaulle et qui a fini sa vie en tant que militant des droits de la cause homosexuelle. Daniel Cordier, une personnalité très importante, compagnon de la Libération, quelqu'un qui accompagnait Jean Moulin. Donc sur un lieu extrêmement symbolique, la place de la Gare, vous avez la statue du général de Gaulle à l'extérieur, et puis vous avez d'un l'autre côté Jean Moulin dans le hall. Voilà. Ça veut dire que plus de 50 ans plus tard, puisque la première Gay Pride à l'époque, c'était 70, je crois, à Chicago, plus de 50 ans plus tard, vous nous dites, alors en France c'est arrivé plus tard, mais vous nous dites qu'il y a encore peu de soutien politique, institutionnel, vis-à-vis d'une association comme la vôtre. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un soutien effectivement à la marche des fiertés. Je veux dire, le jour J, tout le monde est heureux. Pour la plupart. Parce que c'est festif, il faut le dire aussi. C'est une manifestation à caractère revendicatif qui s'inscrit en fait dans une commémoration des émeutes de Stonewall. Alors après, il s'est passé plein de choses avant Stonewall, mais tout ça pour vous dire qu'à la base, c'était des personnes transgenres, des personnes plutôt pauvres, dans des établissements qui étaient tenus par la mafia à New York et qui étaient dans une forme de précarité, qui se sont au final rebellés. Vous voyez, Talleyrand disait « Un révolté, c'est un pauvre qui réfléchit ». Et aujourd'hui, la marche des fiertés, c'est encore un peu ça. C'est des gens qui vont se lever très tôt le matin, qui vont prendre parfois le TER, qui vont aller sur la place de la Gare, des personnes transgenres qui sont parfois discriminées, qui ne pourront peut-être pas, et je le dis avec un peu de solennité, aller voter ce dimanche. Pourquoi ? Parce que leur passing, comme on dit, leur passing ne correspond pas en fait à leur papier. Et ça, aujourd'hui, dans une démocratie comme la nôtre, c'est lamentable. Je vous le dis parce que, très clairement, l'association, aujourd'hui, axe son discours sur la question du soutien aux personnes transgenres. Notre slogan, c'est « Transphobie à l'école, ras-le-bol ». Je finis juste un instant. Oui. La transphobie à l'école, aujourd'hui, elle tue
dans notre département, dans des collèges, dans des établissements scolaires. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une responsabilité politique des institutions, du conseil départemental, mais pas que, d'aussi de la préfecture, pour pouvoir accompagner ces jeunes qui vivent quelque chose parfois de compliqué. Et l'association Couleur Gay sera à leur côté. Elle répondra à l'appel du 18 juin pour intervenir au soutien de ces personnes. C'est la question que je souhaitais vous poser et vous y avez répondu donc pour ce soutien vers les jeunes populations qui ont peut-être un peu plus de mal avec la déclaration de leur homosexualité, bisexualité ou transgenre. Un dernier mot, donc le matin avec cet appel du 18 juin et puis l'après-midi évidemment ce sera festif sur la place de la République en quelques mots. Alors c'est une manifestation effectivement à caractère revendicatif. On va porter des sujets importants, des sujets qui sont liés à la laïcité, à la liberté de conscience, à la liberté de culte. On va bien sûr avoir le mot d'ordre que je vous ai indiqué sur les droits des personnes transgenres à l'école. On va également pouvoir avoir l'activation d'un discours politique, puisque c'est une manifestation à caractère politique, avec des élus qui sont invités à nous rejoindre nombreux. Je voudrais dire un mot, parce que mes collègues de Lyon ont décidé d'exclure les syndicats des manifestations ou de les reléguer en fin de manifestation. Aujourd'hui, moi, ce que je vous dis, c'est que l'association Couleur Gay, c'est ce qu'elle doit au mouvement syndical. Elle le dit clairement, elle invite les leaders syndicaux, elle invite les mouvements d'éducation populaire à se joindre à cette manifestation, parce que sur lui, il y a une petite musique comme ça qui est insidieuse dans notre société, qui laisserait à penser que les alliés ne sont pas bienvenus dans ces manifestations. Non, on a besoin d'alliés, de gens pertinents qui travaillent les sujets, de syndicalistes, de partenaires sociaux, de gens de droite, de gens de gauche, de gens qui vont nous aider. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, Mathieu Gatti-Pombachette, que vous êtes donc le président de l'association Couleur Gay. La marche des fiertés, c'est ce samedi 18 juin à Metz. Merci, un dernier mot. Je me permets très rapidement. Je me permets de féliciter le Metz Handball. D'ailleurs, si les Dragons pouvaient être à nos côtés lors de la manifestation, on serait très contents d'en avoir quelques-unes. Merci. Merci à vous. L'image du jour à présent, et vous allez voir qu'elle casse les croyances populaires selon lesquelles le bridge serait un sport de femmes mûres, très mûres, adeptes du point de croix et du potage au tapioca. La preuve que non, et en image avec ces deux Mosellans, champions de France de bridge, Jean-Baptiste Vanel à gauche, 13 ans, élève au collège Pierre Mendès France à Voipy, et à droite Colline Guib, 12 ans, élève au collège Jean Bauchet du Ban-Saint-Martin. Tous les deux ont remporté le titre de champion de France par équipe en bridge devant les Charentes et Paris. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Dans quelques instants, le débat des législatives dans la 3e circonscription de la Moselle entre Françoise Grolet, Rassemblement National, et Charlotte Leduc de la NUPES. Bonne soirée.